Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur les idéologies dangereuses, pernicieuses qui traversent notre société. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de continuer notre émission avec Batior, avec laquelle nous avons déjà fait la première émission de la série qui lui est consacrée. Batior peut se passer de présentation, mais pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je la présente quand même. C'est un grand personnage dans le paysage politique, historique et social européen. C'est une femme qu'on appelle souvent la Cassandre de notre époque, qui a commencé à parler des problèmes qui sont liés à l'islamisme il y a à peu près 40 ans, qui a été dénigrée par beaucoup d'intellectuels, d'universitaires et de politiciens, malgré les soutiens qu'il a eu quand même des personnages aussi importants que Pierre-André Taguieff, qu'il a toujours soutenu et qui la soutient jusqu'à nos jours. Nous avons consacré notre première partie à la discussion sur l'entrisme de l'islamisme dans les institutions européennes. Et Batior est la première spécialiste européenne reconnue sur ce sujet. Elle a pu introduire plusieurs concepts dans cette première émission à laquelle je renvoie les spectateurs et les auditeurs. Et nous allons reprendre nos discussions aujourd'hui. Bonjour Batior. Bonjour Yana, merci pour tous ces beaux éloges. J'espère que je les mérite, que j'en suis à la hauteur. Je pense que je parle uniquement des faits et nous allons voir pourquoi il s'agit seulement des faits et pas d'autre chose. Mais je voudrais bien commencer cette deuxième partie de l'émission que nous allons reprendre à partir de votre dernière phrase de la première où vous avez dit que finalement la dénazification de l'espace européen ne s'est pas arrêtée. Et à ce propos, je voudrais citer un passage du livre Ombre invaincue de Christophe Boursellier qui dit à un moment donné de son ouvrage la chose suivante. En observant les complexes destins des acteurs de l'ultra-collaboration, seul demeure au fond un certain clair-obscur. Les ex-collaborationnistes avancent masqués dans la France de la Quatrième République. Leur agenda ne consiste pas seulement à faire oublier un passé récent et honteux, il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit surtout de faire avancer leurs pions dans un monde amoindri par le doute, dans lequel gauche et droite constituent les pointes d'un même fer à cheval, dans lequel les valeurs républicaines se trouvent remises en cause, dans lequel les vichistes résistants, les collabos de la troisième voie, les chantres de l'Europe nouvelle, les antisémites de gauche et les modernistes post-démocratiques marchent d'un même pas. Ils utilisent au fond les failles de la démocratie. Et c'est ainsi qu'on va commencer cette émission. Donc, je vous adresse ma première question qui porte sur l'un de vos ouvrages. Vous en avez écrit beaucoup. Ils étaient tous affichés dans la première émission. Ils seront affichés à nouveau dans celle-ci. Dans votre autobiographie politique, vous racontez qu'une nouvelle tendance antisémite s'est installée en France à partir de 1969, après que le général de Gaulle a déclaré que la coopération avec le monde arabe serait la base fondamentale de la politique étrangère française. La création de l'association franco-arabe en 1967 en témoigne. Les nostalgiques collaborationnistes de Vichy s'allient à cette cause. On peut le lire dans vos ouvrages et dans les ouvrages des historiens et des spécialistes, dont l'un qui vient d'être cité. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et à nos spectateurs de quoi il s'agit et comment ça s'est fait que cette dénazification ne s'est pas complètement faite? La parole est à vous, Batior. En effet, la période de l'après-guerre en 1945 est cruciale pour comprendre les événements même d'aujourd'hui, notamment la désintégration du Liban, la prégnance de la Palestine en Europe et la libanisation que nous voyons aujourd'hui dans les pays européens. Tout cela a ses sources dans, à mon avis, dans la situation de l'après-guerre qui s'est développée aussi bien dans les pays européens que dans les pays arabes. Dans le mouvement antisioniste qui culmine dans le génocide des Juifs sur tout le territoire du Troisième Reich, deux forces furent à l'œuvre et s'unirent. Primo, l'antisémitisme chrétien, qui culmine dans le génocide des Juifs sur tout le territoire du Troisième Reich, parce qu'il refusait la restauration
du peuple juif accusé de déicide dans sa patrie et notamment à Jérusalem. La restauration de l'État juif était considérée comme un danger mondial. Et la deuxième force, c'était l'idéologie djihadiste d'extermination contre le peuple dhimmi rebelle. Cette dernière force politique s'était manifestée durant tout le XIXe siècle et même le début du XXe siècle, dans la Première Guerre mondiale, avec le génocide des Arméniens, des Grecs et des Syro-Assyriens. Donc on était dans une longue période de génocide de peuple. Et donc, cette, ce génocide qui s'est opéré par l'unité de ces deux mouvements est important à comprendre parce que ce sont deux forces différentes. L'antisémitisme chrétien nazi génocidaire lié au déicide qui ne concerne que le peuple juif et le djihad anti-juif qui émane d'une idéologie différente et qui se situe dans la guerre islamique contre la mécréance, le djihad, et non seulement contre les juifs. Et nous verrons ce que signifie l'alliance de ces deux forces à notre époque. J'ose dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de cette équation. On doit distinguer dans l'alliance euro-islamique nazie de l'après-guerre deux niveaux différents. Le côté pratique militaire se manifesta par le soutien européen au djihad. Quand je dis djihad, c'est la guerre islamique, parce qu'il n'y a pas d'autre djihad qu'une guerre islamique. Il y a d'autres guerres, mais ce ne sont pas des djihads. Je tiens à faire cette précision. Donc, l'Europe, même après 1945, apporta son soutien au djihad antisioniste. La mission de Hitler avait été interrompue et son suicide par sa défaite en 1945. Désormais, pour les antisémites et les nazis de cœur, cette mission a incombé à son plus grand admirateur, Amin al-Husseini, protégé du tribunal de Nuremberg par la France. Excusez-moi, et vous dites qu'il a été protégé par le tribunal de Nuremberg. Quand on connaît un peu son histoire, on sait qu'il a été retenu par la France après la guerre et puis de manière mystérieuse, elle disparaît. Donc, Oui, la France l'a installé dans une villa à côté de Paris euh, et lui a permis de continuer toutes ses activités d'ailleurs. Et ainsi, il n'a pas été délivré aux Américains ou aux États qui voulaient euh, qui voulait juger les grands criminels. Donc, il a été protégé de ce tribunal pour juger ces crimes. Il était jugé comme un criminel parce qu'il avait incité à la haine et de cette façon, il avait provoqué certains crimes aussi. Voilà, bref, c'est pas à moi à donner les détails des accusations, je ne les connais pas, c'est pas mon sujet. Mais il y a des spécialistes de ce sujet qui l'ont fait. Donc, ce personnage donc, a été retenu en France et puis discrètement, il a été mis dans l'avion pour le Caire et il a pu ainsi, parce que tout le monde savait que de toute façon, l'Angleterre allait se retirer allait annoncer la fin du mandat de la Palestine, et les États arabes avaient se préparé à la guerre, bien que les États arabes ne voulaient pas faire la guerre, comme je l'ai dit la fois passée, mais qu'ils ont finalement été obligés par la force des frères musulmans et surtout du Moufti à entrer dans une guerre contre l'État d'Israël. Alors, donc,
à partir du moment où le Moufti arrive au Caire et puis va à Beyrouth, de nouveau, le nazisme et le palestinisme deviennent des plateformes idéales pour unir les chrétiens et les musulmans contre les juifs. Donc, la guerre contre Israël n'est pas terminée, comme on le voit encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Dans les pays arabes et musulmans, le génocide des Juifs européens était connu et totalement approuvé grâce aux nombreuses émissions radiophoniques de Bari, au sud de l'Italie, qui étaient faites en arabe par le Moufti, justement en direction euh, des pays arabes, afin d'exciter les masses musulmanes pour la continuation de cette guerre au cas où les armées de Rommel arriveraient en Égypte et pourraient prendre les pays arabes où déjà on anticipait des révoltes d'officiers des armées arabes. Donc, dans ces pays, la guerre contre les Juifs quand même avait continué en 1945 par une série de pogroms meurtriers au nom du nationalisme arabe. Et également aussi par le refus de nombreux pays européens de vendre des armes aux Yishuv. Et enfin, oui, de vendre des armes en prévision d'une guerre que tout le monde prévoyait, la guerre de 1948, et ensuite le blocage par l'Angleterre des progrès militaires de l'armée du Yishuv, quelque petite qu'elle ait été, et ceci afin de maintenir l'État d'Israël dans les soi-disant lignes de l'État qu'on avait prévu de 1947. Et donc, on voyait qu'il y avait une continuation de la guerre à l'époque où Hitler menait toutes les opérations, que cette guerre s'était transférée dans le monde arabe et qu'elle allait continuer contre le peuple juif, contre la restauration de l'État d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de l'exode des Juifs du monde arabe. Or, on sait qu'en 1949, ou 50, l'UNRWA a été créé pour régler le problème des réfugiés palestiniens. Or, personne n'a créé aucune institution pour régler le sort des réfugiés des pays arabes. Et personne n'en a jamais parlé, en fait. Ce sont des choses qui sont restées inconnues, pas secrètes, mais inconnues et étudiées à la marge par des historiens que personne ne rendait célèbres. Donc là, je vais projeter la carte de cet exode pour montrer quel nombre de personnes a dû quitter le monde arabe suite à l'établissement de l'État d'Israël et suite à la guerre, enfin suite au pogrom que le monde arabe a connu absolument partout dans tous les pays où vivaient les Juifs. Euh, donc, deuxième question, dans ce cas-là, pour vous, mais ça porte sur votre livre, sur un autre livre que vous avez écrit. C'est un livre qui s'intitule Juifs et chrétiens sous l'islam. Il a été publié en 1994. Vous écrivez qu'il importe de distinguer les différents champs de la judéophobie en Orient. Le domaine européen, alimenté par les sources théologiques chrétiennes et des facteurs économiques, politiques et sociaux. Deuxième domaine, le domaine que vous appelez dhimmi, chrétien, avec les mêmes éléments mais transposés dans la réalité d'un christianisme persécuté par l'islam. Et troisième domaine, le domaine proprement islamique, où s'interpénètre christianophobie et judéophobie. Donc, je voudrais bien que vous parliez de tout cela, sachant que même si la christianophobie existe, continue bien sûr d'exister, on le voit au Liban avec le Hezbollah par exemple, il y a quand même beaucoup de chrétiens qui s'allient avec la haine des juifs qui vient du monde musulman et donc tout en étant dhimmi, comme vous le dites,
ils trouvent leur point d'accord dans cette haine commune. Bien sûr, parce qu'il y a toujours dans le christianisme, il y a une incitation à cause l'accusation de déicide. Il y a toute la persécution, le statut particulier discriminatoire des Juifs dans le monde chrétien procède de cette accusation, parce que cette accusation pose aussi que le peuple juif représente le mal dans le monde, la source du mal dans le monde. Il y a beaucoup d'autres éléments très défavorables au peuple juif que l'on peut développer à partir de l'accusation de déicide. Et par conséquent, le christianisme d'Orient est également possède dans son histoire, possède cette judéophobie, mais sous une forme, elle se manifeste sous une forme, sous la forme de la dimitude, d'un christianisme opprimé par l'islam. Et c'est une forme particulière. Mais je voudrais vous dire aussi, d'abord, ce que j'ai toujours dit, que quand je parle de l'antisémitisme chrétien, je n'exclus pas le pro-judaïsme de certaines tendances chrétiennes. Ça a toujours existé, quelles que soient les persécutions auxquelles ont été soumis le peuple juif. Donc, ces trois domaines que vous venez de citer sont importants à comprendre parce que nous devons y faire face, nous devons les comprendre. C'est pas seulement une guerre comme ça contre le peuple juif. Il y a des raisons. Il y a des raisons psychologiques qui déterminent des causes, qui déterminent des comportements. Donc, je vais essayer rapidement d'expliquer le contexte dans lequel nous vivons encore. Alors, donc, c'est ce que vous venez de dire, ce que vous venez de, les différents domaines de la judéophobie qui s'expriment ici, sont perçus dans le contexte des discussions qui ont eu lieu au sujet du Concile Vatican II. On s'en rend très bien compte à ce moment. En effet, après la paix de 1945, la révélation du génocide, dans toute sa cruauté inhumaine, avait ouvert une crise de conscience au sein du monde chrétien. D'abord, ce n'est pas tous les chrétiens qui avaient collaboré, il y en avait beaucoup qui avaient essayé d'aider les juifs, mais qui étaient contraints dans certaines circonstances de ne pouvoir rien faire. Bref, ces questions demeurent encore actuelles dans la politique occidentale envers Israël et divisent la chrétienté. Et c'est pourquoi je vous en parle. Cette crise de conscience, notamment dans l'Église catholique, conduisit les plus hautes autorités morales du Vatican, sous la pression d'intellectuels chrétiens de très haut niveau et d'écrivains et de prêtres et de religieux, à s'engager dans une révision de leur politique envers le peuple juif et notamment dans l'accusation de déicide, de peuple déicide. Ce mouvement, initié d'ailleurs par la démarche de Jules Isaac, un historien français juif qui avait perdu toute sa famille dans la Shoah, et surtout encouragé par le pape Jean XXIII, causa néanmoins un scandale en Europe et dans le monde arabe et musulman. Et donc, l'ampleur de l'horreur de la Shoah n'a pas éveillé partout le même remords dans le monde chrétien. Mais, en revanche, il réactiva une campagne axée sur le déicide et l'essence maléfique des Juifs afin d'empêcher l'annulation de ces concepts et les conséquences qui en dérivaient. Ainsi, un grand écrivain comme Daniel Hobbes, qui est un pseudonyme pour Jean Lebedev, le nom de l'auteur, écrivait en 1946 dans Jésus en son temps qu'Auschwitz n'était pas fortuit, car
la crucifixion l'avait précédé, c'est-à-dire qu'il établit un lien entre le crime d'Auschwitz, d'ailleurs qui n'a pas été le seul camp d'extermination, donc le crime de génocide du peuple juif, avec avec la crucifixion. Alors, et l'accusation de peuple déicide. Alors donc, c'est un argument qui, en quelque sorte, justifie l'extermination des Juifs, ce qui est un comble. Alors, on constate à l'époque, dans les discussions sur le maintien ou l'annulation de l'accusation de peuple déicide dans les années 50 à 70 et plus tard, combien les préjugés antisémites qui avaient généré les comportements génocidaires pendant la guerre demeuraient encore prégnants dans cette Europe de l'après-guerre et malgré un combat chrétien pro-juif très actif. Alors, ces discussions en Europe sur la réhabilitation ou pas du peuple juif suscitèrent une violente opposition dans le monde arabo-musulman, où de nombreux imams et politiciens musulmans déclarèrent que les chrétiens n'étaient pas libres de modifier leur vue sur les juifs sans l'assentiment des musulmans. Des menaces contre les chrétiens arabes furent redoutées si l'Église renonçait à son accusation de déicide. Les États arabes utilisèrent les évêques arabes et les chrétiens arabes pour imposer leur politique au Concile de Vatican II. Certains cardinaux orientaux, mais aussi des abbés, comme par exemple l'abbé Joachim Mubarak, dont je parle beaucoup parce que je parle de tout cela dans le livre que vous venez de citer. Donc, ces cardinaux et ces abbés réclamèrent le retrait du projet car, disait l'abbé Moubarak, la disculpation du déicide jetait le doute sur la légitimité de la dispersion des Juifs en exil, ce qui avait été ordonné par l'Église et par conséquent légitimer le sionisme. Alors on voit bien là l'importance de maintenir cette accusation de déicide et également son rôle dans le génocide euh, fait par les nazis, bien qu'il y avait aussi d'autres raisons comme le racisme et d'autres raisons qui ont aggravé cette accusation. Donc, ces questions sur l'essence satanique des Juifs furent discutées de part et d'autre de la Méditerranée dans d'innombrables livres et articles. Et c'est à cette époque que les clergés arabes et un courant chrétien européen islamophile dotèrent la Palestine d'un sens christique de peuple crucifié par un Israël nazi. Ainsi, même si l'accusation de déicide devait être annulée, ce qui a été fait euh, après maintes discussions, la soi-disant martyrologie palestinienne restituerait au peuple juif son essence criminelle. Et nous voyons encore maintenant, avec des expressions, le martyr du peuple palestinien. D'abord, il y a un effort de mimétisme pour montrer que le peuple palestinien subit le même martyr que le peuple juif, que il est aussi, il y a maintenant aussi les accusations de génocide pour justifier l'accusation des sens sataniques du peuple juif. Donc, durant les années 50 également, ce qui a aussi aggravé cette situation d'un niveau
d'un niveau théologique, mais aussi politique. Durant les années 1950, les officiers militaires arabes qui avaient collaboré avec les Allemands durant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, invitèrent les criminels nazis en Égypte, en Syrie et en Irak. Ceux-ci se convertirent et sous des noms islamisés, ils reprirent leurs anciennes fonctions de propagande antisémite dans le monde arabe et ou d'instructeurs militaires de l'OLP. Et donc, ainsi se reforma une sorte d'international nazi euro-arabe, euro parce qu'elle était quand même liée à l'Europe, par les liens que retenaient ces criminels nazis avec leurs collègues d'Europe, et, et islamo-chrétienne, donc on retrouve les mêmes éléments, d'autant plus puissante, donc cette sorte d'international, d'autant plus puissante qu'un officier nazi allemand, un célèbre juriste, fut élu comme premier président de la communauté européenne. Son nom c'est Walter Hallstein, qui fut un nazi dès la première heure, c'est-à-dire un nazi de choix et non un nazi comme il y en a eu beaucoup forcé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Euh, comme Christophe Bourseiller l'a écrit dans son livre, et vous avez fait une bonne citation, il y eut donc un regroupement de ces collaborationnistes et vichyistes dans l'organisation d'une Europe unie, sans frontières intérieures, et bâtie sur un axe franco-allemand. Donc, cette prégnance est également décrite par Philippe de Villiers dans son livre J'ai tiré sur les fils du mensonge et tout est venu, et Annie Lacroix-Rhys, une excellente historienne, qui l'a écrit dans son livre La non-épuration en France. Mais cette situation était celle de toute l'Europe et non seulement de la France. Mais je ne sais pas si d'autres auteurs en ont parlé en France. Donc, la non-épuration en Europe, le maintien après-guerre des politiciens et des fonctionnaires nazis et collaborationnistes à leur poste permettent de poursuivre à sotto voce l'obstruction au sionisme. Mais il y a aussi cette diaspora de criminels nazis qui reprennent cette campagne haineuse du nazi-islamisme qui aujourd'hui inonde l'Europe. Parce que le nazi-islamisme, comme les spécialistes de la question l'ont étudié, ont intégré, le nazi-islamisme intègre la thématique haineuse à l'égard du peuple juif dans dans une vision djihadiste. Donc nous trouvons les deux haines djihadistes et nazis quasi qui s'interpénètrent, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec le Hamas et avec le Hezbollah et également dans le monde arabo-musulman. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir de Nostra Aetate en 1965, on constate une fracture divisant le monde chrétien par rapport à Israël. Qu'est-ce que c'est Nostra Aetate pour nos auditeurs? Ah ben, Nostra Aetate représente cette grande réflexion du monde catholique, parce que cette réflexion a été faite par le Vatican, pas par les autres églises, parce qu'il n'y a pas une structure pareille dans les écoles réformées. Mais ça n'a pas été fait par l'Église orthodoxe, mais celle-ci est très divisée également. Tandis que l'Église catholique représente une structure
uniforme. Et donc, cette, cet examen de conscience par rapport au peuple juif, par rapport à ce que signifie le peuple juif pour le monde chrétien, a été extrêmement importante et a absorbé la réflexion chrétienne. Et elle a été, à mon avis, exemplaire parce qu'elle s'est heurtée à la fois à à une opposition très forte politique et également au monde arabo-musulman et donc aussi à un christianisme encore ancré dans les poncifs et l'antisémitisme théologique des premiers siècles du christianisme. Donc c'est ça, Nostra Aetate. Ça représente tout cet effort que j'admire beaucoup parce que je promeux une réflexion pareille au sein de l'islam. Et donc, euh, ce sont des moments de réflexion importantes où on revient sur soi-même et sur son histoire. Et on cherche également à garder le meilleur de la foi, mais dans des circonstances où l'on promeut la paix et non la guerre contre des religions que l'on considère plus comme ennemis, mais comme complémentaires, si vous voulez. Voilà. Alors donc, cette, euh, cette, euh, cette période-là, euh, de Nostra Aetate a créé une fracture divisant le monde chrétien parce que les protestants et les orthodoxes sont pas demeurés indifférents à tout cela. Donc, ce mouvement euh, donc a divisé le christianisme entre un christianisme pro-sioniste combattu par un christianisme allié à l'islam, islamisé. Moi, je considère que ce christianisme allié à l'islam est islamisé à son insu. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard. Et ce christianisme-là promeut sous la bannière palestiniste une seconde Shoah, c'est-à-dire l'annulation de l'État d'Israël. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est pas sorti de cette équation. De nombreux auteurs juifs et chrétiens euh, dénoncèrent cette politique à la fois nazie-islamiste, comme Robert Wistrich, Léon Poliakov surtout, qui s'est énormément battu, et naturellement aussi Pierre-André Taguieff, très connu, et un excellent historien de ces problèmes, et, euh, et des intellectuels à combattre, tels Simon Wiesenthal, Klarsfeld et bien d'autres, dont le combat fut admirable. J'ai eu l'honneur de connaître Simon Wiesenthal qui m'invita une fois à donner une conférence. Et j'ai beaucoup admiré, j'admire ce combat, car ceux qui sont sortis de la Shoah et qui en parlent sont obligés, pour en parler, pour en faire l'analyse, de la revivre. Et ils la revivent afin d'emporter le témoignage. C'est-à-dire, c'est une autre souffrance supplémentaire qu'ils s'imposent en revivant ces réalités horribles afin de prévenir son retour à nouveau dans le futur. Euh, donc, le combat chrétien aux côtés des juifs, dans la politique, l'université, les médias, s'affirma avec force à partir de Nostra Aetate et également dans l'Église. Et malgré cela, nous parlons vraiment de ces alliances dont on ne parle pas beaucoup. On parle souvent de l'antisémitisme de la gauche. C'est aujourd'hui le sujet le plus important qui occupe les pages des spécialistes de l'antisémitisme. Moi, je voudrais bien continuer cette discussion sur les membres de l'ASS.
qui n'ont pas disparu, mais qui ont intégré les gouvernements européens. Par exemple, l'ancien officier SS était même chef de l'Interpol. Vous le décrivez bien dans vos livres. Il s'appelait Paul Dicop. Et tout le monde le savait parmi ceux qui ont voté pour sa présidence. Ses rapports avec les réseaux nazis étaient établis, ce n'était pas un secret, et pourtant il occupait ce poste. Il a accédé à la présidence. Il a été soutenu aussi par François Genoux, c'était un banquier suisse-allemand, qui en parle aujourd'hui. On peut trouver les vidéos et les témoignages qu'il donne de son soutien à ce nazi. Et vous parlez aussi de Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, ex-secrétaire général de l'ONU, qui était aussi un ancien SS et à qui même France Culture a consacré une émission en s'interrogeant sur la possibilité de la chose. Donc en fait, quand on lit tout cela, malgré les apparences que nous avons aujourd'hui en Europe, bah, rien n'a changé en fait depuis les années avant la guerre. La seule chose qui change, c'est l'existence de l'État d'Israël, qui rend l'extermination des Juifs un peu plus lente et laborieuse aussi, mais toujours quelque part désirable par l'establishment. Et ça, on peut l'entendre aujourd'hui quand on a entendu Macron qui soutenait le Hezbollah ou qui recevait des gardiens de la révolution. Donc, on peut se poser des questions. Alors, en fait, on a l'impression que tout se passe par procuration aujourd'hui. Le désir d'exterminer les Juifs, c'est une espèce d'espérance par procuration que le djihad viendra au bout des Juifs partout. En entendant les appels à l'intifada à Paris, en voyant qu'il y a un parti antisémite ouvert en France. Donc, tout ça, ça continue. Et maintenant, vraiment, en ayant le djihad comme l'outil d'extermination ouvert, non, même pas caché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, c'est c'est par procuration. On a préparé d'ailleurs, on prépare le public avant de faire le génocide des Juifs. Il y avait eu une campagne qui s'était développée, une campagne antisémite depuis le début du sionisme. À la fin du 19e siècle, et qui avait préparé les mentalités à agir comme l'on a fait. Donc, il y a, après 45, donc il y a eu également, dans ce contexte dont nous discutons, il y a avec les chefs d'État, certains chefs d'État, et certains politiciens, il y a une continuation de cette politique euh, basée sur la disparition de l'État d'Israël. Naturellement, on ne le dit pas comme ça. On propose la solution à deux États, ce qui est une solution à un État, c'est-à-dire l'État djihadiste palestinien. Ces mensonges visés quand ils ont été promus euh, en 73. Nous sommes encore à l'époque où l'establishment des pays européens est encore très influencé par le nazisme, comme on vient de le dire. Et donc, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des auteurs spécialisés dans ce problème. Donc, ce que vous dites est vrai. Euh, les choses semblent ne pas avoir bougé, mais c'est en fait dans l'establishment, ce sont les États qui agissent, qui pensent ainsi, qui visent à imposer à l'État d'Israël une situation qui le fera tout simplement disparaître. Pour appuyer ce que je dis, il semble qu'il y ait dans l'establishment une sorte de jeu de chaises musicales où les mêmes se retrouvent toujours, mais à différents postes. Mais ils sont toujours là. Ainsi, Kurt Kissinger, qui dirigea le département politique de la radio de 1943 à 1945 pendant la guerre, eh bien, il devint chancelier de la République fédérale d'Allemagne de 66 à 69. Donc on retrouve les mêmes personnages. Mais l'opinion publique était pro-israélienne
à cette époque, avant 1973. Et les gouvernements ou les mouvances antisémites craignaient ces attaques qui auraient dévoilé les pages sombres et dissimulées de leur passé. Ce fut, comme vous l'avez dit aussi, la période de l'exode des Juifs des pays arabes, presque 1 million de personnes privées de tous leurs biens, auxquelles aucune organisation internationale n'offrit la moindre aide pécuniaire, alors que l'UNRWA et d'autres organisations rivalisaient de sollicitude pour les Arabes de Palestine qui avaient, par leurs intransigeances djihadistes, provoqué la guerre de 48 que personne ne voulait. Pour l'Europe antisémite, ce peuple, cette population devait être préservée car elle avait une mission. Et c'est ce qu'on lit dans la littérature pro-palestinienne de l'époque, qui exprime une haine irrépressible pour l'État d'Israël. Et cette mission, c'était la réalisation du plan de Hitler, l'extermination du peuple juif. On attendait que Rommel rentre avec ses armées nazies et les fascistes italiens en Égypte pour faire la même chose vis-à-vis des juifs que dans les pays arabes que l'on avait fait en Europe. Donc, pour reprendre la version des réfugiés, au 19e siècle et au 20e siècle, il y eut des centaines de millions de réfugiés et de déplacés. Tous furent intégrés dans différents pays. Les Arabes de Palestine, qui n'étaient pas le plus grand nombre, ils étaient même en moindre nombre que les réfugiés juifs des pays arabes. Donc, les Arabes de Palestine auraient pu retourner dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, l'Égypte, beaucoup venaient d'Égypte, ou bien de s'intégrer dans les 56 pays musulmans. Donc, mais bien au contraire, ils furent maintenus dans leurs conditions de réfugiés par la volonté de ces États européens hostiles, toujours hostiles à l'État d'Israël, à l'existence d'un État d'Israël en Palestine, soit pour des raisons politiques ou économiques, ça c'est un autre aspect, soit parce que sous l'accusation de génocide. Et donc c'est pour ça que aussi, c'est cette volonté qui s'oppose aussi à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est la raison et elle a été énoncée par différents papes aussi. Oui, le fait de maintenir les Palestiniens dans les camps de réfugiés, dont certains camps sont devenus des villes, c'est aussi la volonté des pays arabes pour s'en servir comme pierre de lance contre les Israéliens. Exactement, C'est très bien aussi. qu'ils n'ont pas de droit civil en Irak et qu'ils sont haïs, méprisés au Liban. Et d'ailleurs, il suffit de lire Bachir Gemayel pour le voir, ou d'autres personnalités libanaises, etc., etc. Ils n'ont pas les droits, alors que d'autres réfugiés ont pu intégrer les pays d'accueil. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je voulais vous poser une question sur la France spécifiquement, parce que vous citez dans vos ouvrages l'ancien ambassadeur français en Israël, Jean Bourdillette, qui écrit en 1967, je cite, Le Monde a appris que Paris était passé dans le camp de l'URSS et des pays arabes, ce que De Gaulle a décidé de faire, après quoi commence la fameuse ère du soupçon, comme disait Raymond Aron. Je continue la citation. Israël était sacrifié aux exigences conjuguées de deux politiques anti-américaines et pro-arabes. C'est la citation de Jean Bourdillette, j'invite tout le monde à le lire, le livre sera affiché sur l'écran. Donc la question pour vous, à part le pétrole, l'antisémitisme, mais quels sont les motifs de la France? C'est vrai que la France fut le moteur de cette politique. Elle a toujours été d'ailleurs. Jacques Chirac s'en vantait. Euh, mais cette politique fut aussi accueillie par d'autres pays, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni. Donc, mais les causes étaient nombreuses. C'était l'antisémitisme, bien sûr, qui était
très fort à cette époque. On était encore dans les discussions concernant Nostra Aetate. Le problème, le pétrole aussi, une, euh, euh, une force énergétique extrêmement importante à l'époque de la grande industrialisation de l'Occident, mais surtout les pressions réitérées des pays arabes et le terrorisme palestinien qui se développait en Occident et aussi la force du mouvement antisémite européen qui ne renonçait pas à, à son but final. Donc, éliminer les Juifs, euh, replacer les Juifs dans leurs conditions antérieures de peuple exilé, le chasser d'Israël, détruire l'État d'Israël. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre L'Europe et le spectre du califat qu'une des raisons, c'était le terrorisme palestinien. Donc, je vais vous citer ici, de 1968 à 1971, le monde a été ébranlé par les pirates aériens qui travaillaient pour les Palestiniens. 50 détournements d'avions en 1973. La CEE satisfait à leurs exigences d'Arafat et désigne les causes du terrorisme. L'injustice, donc Israël. Vous parlez de la complicité des chefs d'État des commissions européennes avec les terroristes. Vous citez notamment, on en a parlé dans l'émission précédente, l'Italie, dont le sénateur Francesco Cossiga, ex-membre du groupe de renseignement piloté par l'OTAN, d'ailleurs, Gladio, mentionne l'accord entre Aldo Moro et Arafat. C'est ce qu'on appelle le pacte Moro. Cossiga dit que les Juifs italiens ne sont pas compris dans cet accord. Et l'accord consistait à dire que, bon, ben, nous cédons à vos exigences, vous ne touchez pas les Italiens, avec les Juifs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, en fait, il donne un entretien le 3 octobre 2008 au journaliste israélien Menachem Gantz, où il dit aux Juifs italiens, Vi abbiamo venduto, nous vous avons vendu. Ouais, donc, je vais afficher le lien vers cet entretien. Donc, est-ce que ça veut dire que la guerre contre les Juifs était toujours en vigueur dans les pays touchés par le fascisme et le nazisme? Et les Juifs ne le savaient pas? Les Juifs ne le savaient pas. Bon, bien sûr, comment peut-on soupçonner cela? Euh, je tiens à dire que la démarche de Cossiga était très courageuse parce qu'on n'a pas vu un autre chef d'État faire ses aveux. Mais ça, ce n'est pas parce que je suis née italienne que je fais ce compliment. Mais je dois dire que euh, l'Italie, quand même, a toujours eu une attitude beaucoup plus humaine vis-à-vis des Juifs, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant aussi, euh, l'Italie a beaucoup plus d'esprit de liberté et de liberté d'opinion que ce que l'on trouve malheureusement en France. Donc, je sais, donc, et cette liberté d'opinion que j'ai récemment, enfin, que j'ai constatée en Italie, mais pas dans d'autres pays, pas en Belgique, pas en Suède, etc. Euh, cette liberté d'opinion, est importante parce que on sent en Italie encore les combats du 19e siècle de la libération de l'Italie. Donc ça, et puis n'oublions pas que l'Italie, pour se libérer de l'occupation autrichienne, a créé avec Verdi le chant de libération des Hébreux, qui est un chant souvent repris en Italie. Donc voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Mais je voulais rendre cet hommage à Cossiga. Et Cossiga place ce pacte dans les années 1970, qui sont celles de la reddition de l'Europe. Une reddition très souhaitée par les milieux collaborationnistes dont on vient de parler,
et qui en fait, est le résultat, conduit à l'alliance en novembre 1973 de la communauté européenne avec l'OLP. Mais la France avait aussi assuré l'immunité de son territoire en 1970, avant 1970, en 1969, en ouvrant une mission de l'OLP à Paris. Et Mahmoud Al-Hamshari, qui était chargé de mission de l'OLP à Paris, dans cette mission, fit savoir de la part de son organisation, l'OLP, à Maurice Schumann, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qu'il n'y aurait jamais d'attentat palestinien en France. Donc ça, vous le trouvez également dans mon livre avec la référence, dans mon autobiographie. Autrement dit, au lieu de combattre le terrorisme, on s'allie à lui pour obtenir sa protection, on se met sous son ombre protectrice. Et on accuse, et on exonère plutôt, on exonère les criminels pour accuser les victimes du crime dont ils sont innocents. Parce qu'on est allié avec les criminels. Et donc, cette alliance, donc, qui, avec, avec des chefs djihadistes, dans le but de éliminer l'État d'Israël, qui est quand même important pour la chrétienté. L'histoire d'Israël, c'est quand même l'histoire de la chrétienté, puisqu'elle accepte par Jésus, Jésus étant juif, elle accepte de s'unir, de reconnaître le Dieu d'Israël, et elle adopte toute l'histoire de l'Ancien Testament, toute la Bible que l'on trouve écrite, un livre écrit sur tous les tréteaux, les pupitres de toutes les églises du monde. Donc, la chrétienté se reconnaît dans les prophètes hébreux et dans l'histoire du peuple d'Israël. Et donc là, cette, cette, cette alliance qui en fait exonère de leurs crimes les terroristes de l'OLP a pris une forme institutionnelle sous le patronage de la Commission européenne en 1973. Et donc, je pense que également, cette façon de penser est très proche du nazisme, la façon dont Hitler accusait les Juifs de leur faire la guerre, parce que Hitler disait toujours, si les Juifs m'obligent à leur faire la guerre parce qu'ils m'attaquent. Et donc, dans cette façon d'exonérer le criminel pour attaquer le peuple juif en disant qu'il est la cause du mal dans le monde et des guerres, de ces guerres-là dans le monde, est aussi un élément, un thème emprunté au nazisme. Je cite dans mon livre les étapes conduisant à la reddition européenne de novembre 1973 et qui représente le triomphe du mouvement euro-musulman nazi. Dans un document officiel de novembre 1973, l'Union européenne, qui à cette époque c'était la communauté européenne de 9 États, reconnaît la légitimité de l'OLP et celle de son président Arafat, c'est-à-dire la légitimité du djihad d'éradication de l'État d'Israël, comme cela était bien inscrit dans la charte palestinienne. Cette alliance donc a soulevé une grande opposition car la majorité des Européens étaient encore pro-israéliens. Ceci a changé après 1973.
En fait, c'est intéressant ce que vous dites à propos du fait que Hitler accusait les Juifs de l'attaquer. Bon, je pense à ce qu'a dit l'ancien général aujourd'hui retraité Guillaume Ancel. Il a été interviewé par BFM Télé. Il a dit, au fond, Israël attaque le Hezbollah. Donc, on a entendu ça, c'était il y a quelques jours. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est celle-là. Ben, justement, Hitler accusait les Juifs de l'attaquer. Et donc, en fait, on peut aussi dire, ben voilà, les Juifs attaquaient l'Allemagne nazie, c'est pour ça que l'Allemagne nazie leur a fait la guerre. C'est ça la logique à peu près, mais vous venez de le confirmer. En fait, ce qui est étonnant, ça va être la dernière question pour aujourd'hui, c'est le fait qu'un si petit pays, minuscule, qu'on voit à peine, on voit même pas à la carte, a tellement occupé toute cette politique européenne. Ce qu'on peut penser, bah, est-ce que toute cette politique-là était expressément anti-israélienne ou est-ce que c'est un de ces aspects institutionnels? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous-même, vous dites au début de vos recherches que vous ne croyez pas que c'était si important. Vous le découvrez en faisant la recherche sur toute la documentation européenne qui est passée par vous, enfin, par vos mains. Oui, je ne pouvais pas croire que la politique anti-israélienne ait été si importante parce que, en effet, l'Union européenne poursuivait des buts géostratégiques qu'elle dit et qu'elle nomme et économiques légitimes. C'était des intérêts nationaux et communautaires et aussi militaires pour se protéger. Donc, c'est normal que des États se soucient de ces problèmes. Mais cette politique fut déviée par les pressions écrasantes des représailles économiques du camp arabe et celles imparables qu'on ne pouvait pas, dont on ne pouvait pas se défendre parce qu'on n'était pas habitué à ce terrorisme, du terrorisme palestinien qui formait les États, forçait les États européens à se soumettre aux exigences arabes et palestiniennes. Et s'ils se soumettaient à ces exigences, ils devaient absolument, vis-à-vis de leur public pro-israélien, ils devaient se justifier. Et donc, ceci a donné lieu l'organisation d'une toute une propagande euh, anti-israélienne et à qui n'était pas laissée qui n'a pas été laissée au hasard parce qu'elle a été pratiquement euh, elle s'est manifestée sous le patronage de la Commission européenne. Et donc, euh, et donc, c'était quelque chose à la fois d'européen et non plus quelque chose de fortuit qui apparaît ici ou là. Et donc, c'était une coordination dans différents groupes qui ont mené toute une politique, toute une propagande dont je vous parlerai maintenant, afin de justifier, d'abord, cela reprenait de nouveau l'accusation du déicide. Israël ne mérite pas d'avoir un État et il est d'une essence maléfique. C'est lui qui provoque le mal sur la planète. Alors, comment cela s'est formé? Eh bien, euh, au début, euh, au début en 1967, fut créée l'Association de solidarité franco-arabe présidé par Louis Ternoir, un ancien ministre gaulliste de la propagande. Cette association rassemblait, je parle de l'association française, rassemblait des ministres, des diplomates et des intellectuels, mais en Angleterre, il y eut une autre organisation sœur qui s'est constituée, le Conseil pour le rapprochement anglo-arabe, et puis alors, d'autres organisations se sont formées dans d'autres pays. Puis, en janvier 1969, là, il y eut la seconde conférence internationale de soutien aux peuples arabes qui se tint au Caire
avec des centaines de délégués venus de 37 pays et de 15 organisations internationales. Ces délégués promulguèrent 23 résolutions visant à promouvoir une mobilisation pro-arabe internationale. Ces résolutions deviendront la base de la politique pro-arabe en Europe, de son développement futur au niveau de la stratégie internationale européenne, notamment dans la région méditerranéenne, et de sa politique migratoire méditerranéenne. La 15e résolution décidait de former des groupes parlementaires spéciaux pour promouvoir le soutien aux Arabes et à la résistance, résistance dans le sens du djihad qui considère que toute autorité mécréante, tout pays mécréant est illégal, car la terre doit être toute en entier, l'humanité doit être gérée par l'islam et soumise à l'islam. Donc, tout pays mécréant est illégitime. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que, les Palestiniens sont des résistants. Ils résistent à une autorité mécréante. Et sur toute la terre, une autorité est mécréante. Et quand on reprend le terme de résistant palestinien, on adopte cette vision djihadiste de la vision du monde. Et donc, la 22e résolution, je passe donc à l'autre résolution, la 22e résolution décidait d'utiliser la presse et les médias audiovisuels pour populariser ce combat au niveau mondial. Et donc, toutes ces informations que je vous donne provenant de ce document sur toutes ces résolutions, je les ai trouvées dans un document de la Ligue islamique. Donc, vous voyez donc qu'il est tout à fait exact. Ce n'est pas un document que j'ai trouvé dans une propagande israélienne. Non, Il non, provient je sais de quoi vous parlez. bien. Ces documents seront affichés aussi. Ce sont des conférences qui ont été données dans le cadre des rencontres des ligues arabes avec des conseils extrêmement ponctuels, des spécialistes de la propagande, les historiens et autres personnalités, de la manière dont il faut procéder pour effectivement diffuser cela. Et on verra la prochaine fois par quels moyens on a vendu cette propagande-là aux Européens, parce qu'elle n'était pas directe, elle n'était pas aussi grossière que pouvait être la propagande nazie, elle était un peu plus sophistiquée avec l'utilisation du langage des droits de l'homme et les mots qui font du bien. Mais vous en parlerez dans notre troisième émission pour suivre la trame et pour montrer quel était l'apport sémantique de la sémantique idéologique à cette histoire. Un très grand Je merci. voudrais Oui. ajouter, Oui. voilà, je voudrais ajouter un mot de conclusion. Parce que l'Europe, moins de 15 ans après la Shoah, a repris sa guerre contre Israël au nom du palestinisme. Moins de 15 ans, c'était dans les années 65 que cela a commencé déjà. Ce combat continue à diviser la chrétienté, parce que ce n'est pas seulement le peuple juif qui se défend pour son existence. Quelle signification la chrétienté veut donner d'elle-même dans ce combat où elle est impliquée avec Israël? Veut-elle continuer à le détruire, à génocider le peuple duquel elle est née? Donc, c'est un problème de conscience. Si le christianisme si le judaïsme est ancré toujours, selon le christianisme, dans l'accusation du déicide et de l'essentialisation du mal dans un peuple, est-ce qu'elle va
continuer à vouloir, à s'accrocher à cet argument pré-médiéval même, qui date d'une période où le christianisme était surtout constitué par une, par des païens qui venaient, qui rentraient dans le christianisme et ne connaissaient rien. Parce qu'au début du christianisme, il y a aussi ces conflits entre paganisme, idées et habitudes du paganisme et christianisation. Il y a eu des combats dans le monde chrétien à ce sujet et pour former une uniformité, ou bien est-ce que le christianisme va continuer, va s'enraciner dans le message d'un amour rédempteur universel prêché par les prophètes bibliques hébreux et Jésus. Nous sommes maintenant dans une position importante pour Israël, pour sa survie. Mais nous sommes aussi dans un moment extrêmement important pour le monde chrétien de se décider au sujet d'Israël. Qu'est-ce que c'est Israël pour eux? Et c'est aux chrétiens à répondre. Moi, ma réponse, c'est que je compte sur les chrétiens. Je pense, parce que je connais beaucoup de chrétiens, je connais leur effort pour défendre Israël et je suis sûre qu'ils vont s'inscrire dans le message rédempteur de Jésus, le message des prophètes d'Israël. Merci beaucoup pour ce message et nous continuerons la prochaine fois. Merci beaucoup, Batior. Merci.